Non, pas du tout. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce mercredi, ce nouveau live intitulé Médiateur at Home. On se retrouve une nouvelle fois, cette fois-ci sans invité, pour parler d'astronomie bien évidemment. Je me présente, je m'appelle Pierre, je travaille au planétarium de la ville de Vaux-en-Velin, je suis médiateur scientifique. Avec d'autres personnes que vous avez certainement pu croiser aussi, par exemple Camille, Camille que vous retrouverez d'ailleurs ce vendredi pour un YouTuber at home à 18h, et puis un autre médiateur scientifique du planétarium qui est régulier, que vous n'entendez pas mais avec lequel vous interagissez dans le chat. Il s'agit de Minus69. C'est Adrien, qui n'est pas du tout un Minus dans la vie réelle, je peux vous l'assurer. Adrien, qui travaille donc lui aussi au planétarium de Vaux-en-Velin. Nous sommes tous très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour un nouveau live qui va durer 1 heure environ pour ce mercredi. Bonjour à Aurélien, 3840, bonjour à Evan San, salut Méliluge, bonjour Yazomi. Voilà, on va démarrer tranquillement pour aujourd'hui. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, on va reprendre un outil qu'on avait déjà commencé à utiliser il y a quelques semaines maintenant. C'est ce fameux planétarium virtuel qui s'appelle Stellarium. Je vous l'avais déjà montré, donc c'est un logiciel gratuit qu'on peut trouver sur le net. Donc il suffit de taper Stellarium, hein, vous cliquez sur le premier lien que Google vous donnera. Salut INS et salut Asphodie16. Voilà. INS d'ailleurs au passage qui est en train de guetter l'arrivée de la dernière éruption solaire vers la Terre et qui devrait, s'il fait beau là où il se trouve, là-haut en Norvège, peut-être nous faire un petit live si jamais le ciel veut bien s'allumer dans les prochaines nuits. Voilà. Je t'en prie, prends toutes les notes que tu veux, il n'y a absolument aucun problème, INS. Ok, alors, l'idée c'était de vous parler de nouveau un petit peu du ciel de ce mois-ci, parce qu'il va se passer plein de choses. J'aurai évidemment pas le temps de tout vous raconter, c'est pour ça qu'on va essayer de démarrer assez rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en ce moment dans le ciel? Alors déjà, une première chose qu'on pourra voir ce soir, c'est ce que je vous avais montré déjà la dernière fois. Le ciel a un tout petit peu changé par rapport au mois dernier. On va se retrouver sur Stellarium. Hop, on y va. Voilà. Donc là, Stellarium nous montre le ciel à l'heure de maintenant. Qu'est-ce qui va être intéressant à regarder? Eh ben, allons-y sur Stellarium. Il est 16h, 16h03. Pour l'instant, évidemment, on ne voit pas grand-chose dans le ciel. Le soleil est en train de se coucher au sud-ouest. Par contre, ce soir, il y a des choses qui vont être intéressantes à voir. C'est à 5h30, à 17h30 pour être précis, à 17h33. Je vais accélérer le temps jusqu'à 17h30 avec le petit outil qui est ici en dessous. Voilà. On va attendre 17h10, 20. Voilà, 17h30. Et qu'est-ce qui se passe à 17h33 si vous regardez? Alors déjà, le soleil se sera couché et on verra donc au sud-sud-ouest de nouveau notre fameux couple Saturne et Jupiter. Vous remarquez d'ailleurs que Saturne et Jupiter sont de plus en plus proches l'une de l'autre. On a en ce moment de plus en plus sur le net des gens qui prennent en photo ce couple de planètes, et c'est vachement intéressant parce que comme vous le voyez, on peut rien qu'avec une paire de jumelles voir en un seul champ Jupiter et ses lunes et puis Saturne qui est de plus en plus proche, hein, vous le savez. On en reparlera tout à l'heure. À la fin, on va en parler maintenant. Je vous disais, à la fin du mois, eh bien, Saturne et Jupiter vont être de plus en plus proches. Et ça va se passer bientôt. On va accélérer le temps ici sur Stellarium. Hop, comme ça. Et donc, vous voyez que chaque soir, chaque jour,
eh bien Saturne et Jupiter sont de plus en plus proches. Alors je vais juste attendre un peu qu'il fasse un peu plus nuit. Voilà, on va aller plutôt vers 18h, très bien. Et regardez, à 18h, tous les soirs, eh bien, Saturne et Jupiter sont de plus en plus proches l'une de l'autre jusqu'à ce qu'on arrive au 21. Et le 21, eh bien, Saturne et Jupiter, les deux planètes, seront très très proches, à moins d'1 degré l'une de l'autre, à une distance extrêmement faible, comme vous le voyez ici, une distance angulaire dans le ciel, qui permettra toutes les prises de photos magiques du monde. Évidemment, on attend ce moment avec impatience, parce que régulièrement, je sais plus, tous les 5 ans, 10 ans, Jupiter et Saturne passent relativement près l'une de l'autre dans le ciel, mais à une distance aussi petite, la prochaine fois ce sera dans 80 ans. C'est pour ça qu'il faut en profiter. En profiter pas mal. Alors attention, petite difficulté pour ceux qui veulent observer ça, puisque du coup, si on se remet, vous voyez, à l'échelle, eh bien, le 21 décembre, vers 17h45, 18h, eh bien, Saturne et Jupiter seront très basses sur l'horizon. Ça veut dire que si vous voulez regarder ça, déjà, il ne faut pas que vous ayez de bâtiments qui vous obscurcissent la vue. Et puis, il faudra qu'il fasse beau aussi. Et puis, comme c'est très très bas sur l'horizon, eh ben, évidemment, on a toujours toutes les imperfections de l'atmosphère qui s'accumulent, qui font que c'est toujours difficile de voir les astres bas dans l'horizon. Mais ça, de toute façon, on n'y peut rien. Donc on va vraiment essayer d'observer tout ça. Qu'est-ce que vous me dites? Donc pour Inès, pas ce soir le live, mais demain ça sent prometteur. Voilà, bon, on va attendre. Ce soir et demain, il n'est pas impossible que les aurores soient aussi visibles au nord de la France. Oui, parce qu'apparemment on a vraiment une grosse masse d'éruptions solaires qui arrive bien droit vers la Terre. Donc ça devrait faire un orage géomagnétique assez sympa, allumer des aurores qui devraient être normalement, parce qu'on ne sait jamais, hein, c'est toujours un peu la loterie avec les aurores, ça devrait être assez lumineux, elles devraient peut-être s'étendre un petit peu vers le sud. J'ai des copains qui sont en Écosse, qui eux guettent ça avec impatience, et pourquoi pas espérer que ces aurores soient visibles depuis le nord de la France. On peut croiser les doigts, j'en suis pas sûr quand même. Oui, non, depuis Lyon, depuis ici, ce sera pas possible. Voilà, donc le 21 décembre, première chose très importante, regardez bien le ciel. Mais nous, on va revenir à ce soir, parce que ce soir, ben, on a autre chose aussi. Je reviens à hop maintenant, voilà. Et donc je vous avais dit qu'on allait voir ce qui se passait à 17h33. Et à 17h33 du côté ouest, toujours regardez du côté ouest, voilà, 31, 32, on accélère un petit peu, hop, voilà, 17h33. Et bien ce soir, côté ouest, vous allez voir quelque chose apparaître, mince. C'est moi qui me suis trompé, puisque là, c'est 16h33, j'avais dit 17h33, on va accélérer un petit peu plus, laisser le soleil se coucher. Hop, 17h25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Et voilà. Donc ce soir, côté ouest, à 17h33, eh bien, si vous regardez l'horizon à l'ouest, vous allez certainement voir apparaître dans le ciel un espèce de gros point lumineux qui va être de plus en plus lumineux dans le ciel. Pourquoi est-ce que je... Ah, c'est ici. Il est là. Regardez, à l'ouest. Alors en fait, ouais, il va apparaître entre l'ouest et le nord-ouest. Donc j'avais pas tourné ma tête suffisamment. Donc regardez vraiment côté nord-ouest. Et à 17h33 ce soir, un très gros point lumineux qui va apparaître dans le ciel. Alors après, on peut toujours se demander ce que c'est, évidemment. J'imagine que certains d'entre vous le devinent. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut pas être un avion, parce qu'il n'y a pas de petites lumières clignotantes au bout des ailes. Donc c'est pas un avion. Ça peut pas être un météore, parce que ça va pas du tout assez vite. Hop, j'ai eu un petit souci avec
avec mon micro-casque. Donc ça peut pas être un météore parce que ça va pas assez vite dans le ciel. En fait, c'est un satellite, hein. Forcément c'est un satellite, mais c'est pas n'importe quel satellite, puisqu'il s'agit en fait de la Station Spatiale Internationale, que l'on va voir comme ça passer petit à petit dans le ciel. Alors ce soir, elle passe au sud de la France, au-dessus des Pyrénées. Donc c'est pour ça que nous qui sommes à Lyon, si vous êtes à Paris aussi, eh bien vous verrez passer l'ISS plutôt du côté sud du ciel, parce qu'elle sera au sud de vous. Un passage de l'ISS, ça dure plusieurs minutes, hein. J'accélère un petit peu le mouvement. Voilà, elle traverse tout le ciel, elle arrive toujours du côté ouest et elle disparaît du côté est. Voilà, donc elle passera en dessous de la planète Mars et puis elle disparaîtra, voilà, dans le ciel. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très chouette à observer, que vous pourrez regarder juste après qu'on ait terminé ce live. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. non, non, pas d'ovni. Alors, est-ce que c'est un ovni? Ça, c'est une question qui est assez intéressante. Oui, l'ISS ce soir peut être un ovni. Je vais vous montrer l'appli que moi j'utilise pour trouver ISS, il n'y a pas de souci, Grey Cabinet. OVNI, je vous le rappelle, ça signifie objet volant non identifié. C'est-à-dire que toute personne ce soir, à 17h35, qui lève les yeux au ciel et qui voit cette espèce d'énorme point lumineux passer dans le ciel et qui ne sait pas ce que c'est, qui se pose la question, eh bien pour cette personne, techniquement, c'est un objet volant qui est non identifié. Donc c'est un ovni. Voilà. Pour moi, pour vous qui le regarderez, ça n'en sera pas un. Un ovni, ça ne veut pas dire une soucoupe volante dans laquelle se trouvent des extraterrestres. Ça veut juste dire qu'on voit un truc dans le ciel et qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc des ovnis, on en voit tout le temps. Voilà. Alors, est-ce que vous auriez-vous des réticences concernant l'avènement de la constellation de satellites Starlink? Cela pourrait-il être gênant pour les observations? C'est une bonne question. La réponse est globalement oui. Après, ça dépend le type de programme astronomique. Par exemple, certains observatoires, prenons le VLT par exemple, qui est au Chili, va se concentrer sur certaines cibles très précises dans le ciel. Donc on va regarder une petite nébuleuse dans le grand nuage de Magellan, on va regarder un résidu de supernova, ou alors une galaxie particulière dans un coin qui fait un mirage gravitationnel. Pour ce genre de recherche, qui observe le ciel sur une infime petite partie, la probabilité pour que tu aies un Starlink qui passe devant ce tout petit endroit du ciel qu'on observe est relativement faible. Donc on va dire le problème principal, il n'est pas là. Par contre, tu as d'autres observatoires qui sont construits ou qui sont en construction. Par exemple, l'un des plus gros qui s'appellera le Vera Rubin Observatory. Lui, son objectif, ça sera d'observer de grandes parties du ciel et de les observer tous les soirs, tout le temps, et de comparer justement ce qu'il observe, donc des galaxies, il détectera des astéroïdes, on verra plein de choses. Et pour ce genre de recherche à grand champ, là par contre, des satellites Starlink qui passent devant sont tout à fait en mesure de bousiller les observations. Donc oui, pour un certain nombre d'observations astronomiques, ce genre de méga constellation, alors on parle de Starlink, mais il y en a d'autres qui sont prévus, c'est encore plus problématique, avec toujours pareil des milliers, des dizaines de milliers de satellites en prévision, ça peut être effectivement très très problématique. Voilà. Eh ben merci Adrien, je voulais vous montrer la page web que moi j'utilise pour savoir quand est-ce que l'ISS va passer, donc je vais vous la montrer. On va switcher sur les pages web, c'est-à-dire par ici. Non, tu veux pas switcher sur la page web? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe sur mes pages web? Ok, normalement on devrait être bon. Allons-y, page web. Montre-moi une page web s'il te plaît. Oh, je l'avais fait tout à l'heure, juste avant de lancer, ça marchait parfaitement. Évidemment, c'est toujours le problème des aléas du direct.
Ah, ça y est, ok, on les voit. Alors, moi j'utilise donc, comme Adrien vous le montre ici dans le chat, un site qui s'appelle Heavens Above. Si vous voulez y aller, donc vous tapez un Heavens Above, pardonnez mon accent anglais qui est absolument catastrophique. Donc vous tombez sur cette page-là, vous avez toute une liste de choses que vous pouvez observer dans le ciel, et dans la section satellite, vous descendez sur prévision à 10 jours pour satellites d'intérêt particulier, et vous cliquez sur la ligne ISS. Donc je clique dessus, et j'ai ici, entre le 9 décembre et le 19 décembre, j'ai tous les moments où l'ISS va passer et où elle sera visible à l'œil nu dans le ciel. Parce qu'évidemment, il y a des moments où elle passe dans la journée où on ne la voit pas, il y a des moments où elle passe dans la nuit complète, et dans ce cas-là, elle n'est pas éclairée par le soleil, donc on ne la voit pas non plus. Donc il faut vraiment, les moments où l'ISS est visible, c'est des moments très particuliers, il faut qu'il fasse déjà sombre sur Terre, mais que l'ISS soit encore éclairé par le soleil en orbite, donc c'est pas n'importe quand. Et vous voyez, typiquement là, eh bien, je vois que des passages, j'en ai un le 9 décembre à 17h33, comme par hasard, un le 10 décembre à 18h23, le 11 décembre à 17h35, et ensuite, eh bien, on passe au 18 décembre directement, donc il n'y aura pas de passage d'ISS visible depuis la France entre le 11 et le 18, et ensuite le 18, alors le 18 ce sera plus tôt le soir, mais ça sera tôt le matin, juste avant le lever du soleil, à 7h11. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on regarde ce genre de choses, donc je vais cliquer sur le 9 décembre par exemple pour aujourd'hui, et là, eh bien, j'ai la carte du ciel du passage de l'ISS entre 17h32 à droite au nord-ouest jusqu'à 17h41-42 à gauche au sud-est. Donc voilà, j'ai la carte de passage de l'ISS, et puis je peux regarder aussi sa trajectoire au sol. Donc vous voyez ce que je vous disais, l'ISS ce soir, elle va passer plutôt vers le sud de la France, en dessous de Vaux-en-Velin. C'est pour ça qu'on la verra plutôt, nous, depuis Vaux-en-Velin, depuis le sud. Voilà. Alors, certains d'entre vous, voilà, merci Adrien, j'allais le dire, certains d'entre vous n'habitent pas forcément à Vaux-en-Velin. C'est vrai que cette carte du ciel que je vous ai montrée ici, c'est ce que l'on verra depuis Vaux. Évidemment, si vous habitez plus au nord, vers Paris, eh bien, la trajectoire apparente de l'ISS dans le ciel par rapport à vous ne sera pas exactement la même que moi depuis Lyon. Alors, si jamais vous voulez voir, vous, où est-ce que ça se passe, eh bien, en haut à droite de la page, vous avez un tout petit carré ici qui vous permet de mettre votre position à vous. Donc, au lieu de Vaux-en-Velin, vous cliquez, vous tapez Paris, Rennes, Nantes, là où vous êtes, et ensuite vous recliquez sur passage de l'ISS et vous obtiendrez vous obtiendrez un passage qui correspondra à votre position à vous dans le ciel. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser ce site, c'est très pratique et ça vous donne vraiment au jour près, à l'heure, à la minute près, le moment où l'ISS va apparaître, où elle va disparaître, sa distance par rapport à vous, sa luminosité, c'est très important aussi. Donc plein de choses qui sont très importantes. Au passage, je vous donne une petite info, parce que si vous regardez ça, vous allez certainement trouver des luminosités qui sont écrites de manière un peu bizarre, donc c'est peut-être l'occasion de faire un tout petit peu d'astro. Regardez, hop, voilà. Vous obtenez quelque chose comme ça. Donc vous avez la date, et la luminosité, elle vous est donnée en magnitude. Donc la magnitude, c'est une unité de mesure de luminosité des astres qui est utilisée en astronomie, mais c'est pas une unité qui est forcément très pratique ni très facile quand on la connaît pas, parce que la magnitude, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la magnitude est faible et plus l'objet est brillant. Donc vous voyez, typiquement là, ce soir, le 9 décembre, l'ISS, en tout cas depuis Vaux-en-Velin, aura une magnitude de -3, ce qui veut dire qu'elle sera très brillante dans le ciel. Demain, le 10 décembre, elle aura une magnitude de 0, moins 0,6, donc elle sera moins brillante. Si vous avez un objet de magnitude 3, c'est un objet qui est relativement faible. La limite de visibilité de l'œil, c'est une magnitude égale à 6, en gros. Une magnitude supérieure à 6, eh bien, votre objet céleste n'est pas visible. En tout cas, à l'œil nu, évidemment, il le sera au télescope. Voilà, donc plus la magnitude est basse, et plus l'objet sera brillant dans le ciel. Donc
J'avais chargé mon casque, mais visiblement il a soif. Excusez-moi une seconde. Les fameux aléas du direct. Voilà, au moins je suis sûr que cette fois-ci il ne s'éteindra pas. Voilà. Donc privilégiez toujours les moments où la magnitude de l'ISS est faible, en général à -2, -3. C'est vraiment un joli spectacle dans le ciel. À -0, c'est un peu difficile. Il va falloir souffler fort pour que tous les nuages qui sont sur Lyon partent. Alors évidemment, tu fais bien, Marie, de le préciser, tout ceci est totalement indépendant de la météo. Après, évidemment, il faut que le ciel soit beau chez vous. Et effectivement, c'est pas sûr qu'ici on arrive à le voir. Ben, c'est pas grave, on attendra une autre fois. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie. Donc cette ISS, vous savez maintenant où trouver les moments de passage, comment faire, où les voir. Vous avez les cartes. Vous savez absolument tout par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? J'attends un tout petit peu, je sais qu'il y a toujours un petit délai. Pas de questions? Voilà, non seulement pas de questions, mais tout le monde apparemment s'est endormi devant l'écran. Donc on va continuer. On va continuer comme si de rien n'était. Ok. Donc du coup, ça c'est pour aujourd'hui. Il va se passer d'autres choses au mois de décembre. Toujours éveillé, merci NS. Il va se passer d'autres choses au cours du mois de décembre, entre aujourd'hui et ces prochains jours avec les SS, et puis le 21, où on aura cette conjonction entre Jupiter et Saturne. Les deux autres choses, de manière assez bizarre, enfin c'est une pure coïncidence, les deux choses dont je vais vous parler maintenant, qui sont les deux dernières, ça va se passer le 14. Voilà, le 14 décembre. Alors, le 14 décembre, c'est quoi le 14 décembre? C'est lundi prochain. Voilà. Lundi prochain, deux trucs à voir dans le ciel. Un que presque tout le monde pourra voir et un que presque personne ne pourra voir. C'est quoi? Alors le truc déjà que tout le monde va voir, c'est que... Alors on va retourner sur Stellarium, parce que je vais vous le montrer. Hop, voilà. On va demander à Stellarium de nous mettre le 14, 11, 12, 13, 14 décembre. On va aller aux alentours de 22h, on va quand même attendre qu'il fasse un petit peu nuit, voilà. Et donc le 14 à 22h, alors on a plein de trucs, c'est vraiment très sympa. Au sud, là en ce moment, évidemment, la constellation phare qu'on voit en ce moment, qui est magnifique tous les soirs dans le ciel, j'espère que vous arrivez à la reconnaître ici, c'est la fameuse constellation d'Orion. Voilà, Orion le chasseur. Donc vous avez ici, je vous le montre, voilà, donc vous avez en haut la tête d'Orion, à gauche vous avez le bras d'Orion, sur la droite l'autre bras d'Orion qui tient, alors en fonction des histoires mythologiques, soit on dit que c'est son bouclier, soit on dit que c'est son arc, parce qu'Orion est un chasseur. Vous avez au milieu ici les trois fameuses étoiles de la ceinture d'Orion, on a Alnitak, Alnilam et Mintaka, et puis en dessous la jupe d'Orion, donc avec ses deux jambes, Rigel d'un côté et Saïf de l'autre. Voilà, ça c'est la constellation d'Orion, on peut s'amuser à la reconnaître dans le ciel. Si vous avez une petite paire de jumelles ou au moins un télescope, allez regarder juste en dessous de la ceinture d'Orion, et quand vous regardez sous la jupe d'Orion, eh bien on a un objet céleste qui lui aussi est très célèbre, c'est la fameuse nébuleuse d'Orion. C'est un gigantesque amas comme ça de gaz et de poussière que l'on voit. Alors évidemment, ce que je vous montre là, c'est quand on le regarde avec un télescope à gros diamètre, ou alors quand on fait une pause longue dessus avec des outils de photographie. À l'œil nu, enfin à l'œil dans un télescope, on n'a pas toutes ces jolies couleurs. Ça donne plutôt une espèce de tache blanchâtre, quoi, comme ça, qui se trouve en dessous. Donc très bien, on a la constellation d'Orion, mais c'était pas la constellation dont je voulais vous parler. Moi, je voulais vous parler de la constellation qui est juste à côté. Et à côté de la constellation d'Orion, eh bien, on a juste ici, voilà, on a deux petits bonhommes qui sont allongés l'un au-dessus de l'autre. Il s'agit en haut de Monsieur Castor et en bas de Monsieur Pollux. C'est la fameuse constellation des Gémeaux. Voilà, les deux jumeaux qui sont ici.
Alors pour les Grecs, il s'agissait de Castor et Pollux. Pour les Romains, qui ont quand même pas mal piqué de trucs aux Grecs, y compris dans les constellations, il s'agissait de deux autres jumeaux célèbres dans la mythologie romaine. C'est donc Monsieur Romulus et Rémus. Voilà. Nous, on a gardé celle des Grecs, donc on a Monsieur Castor et Monsieur Pollux. Et d'ailleurs, l'étoile qui représente la tête de Castor s'appelle Castor, et l'étoile qui représente la tête de Pollux s'appelle Pollux. Bon, très bien. Castor et Pollux, vraiment assez facile à reconnaître parce que je vais vous enlever tous les dessins. Hop, ça comme ça. Vous voyez, on a Orion qui est au centre. Voilà. Et quand vous trouvez Orion, qui est assez facile à trouver avec ces trois étoiles centrales de la ceinture d'Orion, vous regardez à gauche, et à gauche, vous avez deux étoiles lumineuses, l'une au-dessus de l'autre. Donc c'est Castor et Pollux, ces fameux jumeaux. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder le 14 décembre ces fameux jumeaux? Eh bien parce que figurez-vous que si vous regardez le ciel toute la soirée, c'est l'avantage de ce genre d'événement, c'est que vous n'avez même pas besoin d'instruments. Je vais vous les mettre. Voilà. Donc si vous regardez le ciel toute la soirée, eh bien oui, le 14, eh bien vous allez voir tout plein de petits traits lumineux extrêmement rapides qui vont traverser le ciel. Ce sera l'une de ces fameuses nuits où on a des pluies d'étoiles filantes. Voilà, regardez le ciel le 14 soir. Alors quand je dis le 14, c'est le 13, le 14 et le 15. Hein. C'est pas une heure particulière, c'est à peu près toute la nuit. Et ça se répartit sur une semaine, mais avec un maximum qui dure 1 ou 2 jours. Donc c'est entre le 13 et le 14. Et pourquoi est-ce que je vous parle des Gémeaux? Eh bien parce que lorsqu'on regarde justement ces fameuses pluies étoiles filantes, alors là avec Stellarium j'ai un peu forcé le trait, donc là je vous mets beaucoup plus d'étoiles filantes que ce qu'on pourra voir normalement dans la réalité. Hein. Dans la réalité on peut en voir 1 à 2 par minute, c'est pas tout ce que je vous montre là, donc là c'était pour que ce soit vraiment visible. À quoi est-ce que ça va ressembler ça? Eh bien je vous ai pris une petite image. Quand on fait une photo du ciel aux alentours des Gémeaux et qu'on demande à l'appareil photo de rester ouvert et éclairé pendant très longtemps, c'est-à-dire pendant des dizaines de minutes, pendant des heures, eh bien voilà ce que l'on peut avoir au final sur l'appareil photo, c'est-à-dire que chacune des petites étoiles filantes individuelles va imprimer sur la même photo. Alors là ça donne l'impression qu'il y en a plein, mais il ne faut pas oublier que cette photo, eh bien, c'est une pause qui peut durer parfois des heures, donc évidemment il faut du temps pour arriver à capturer tous ces météores sur la même photo. Et ce qu'on observe, et qui est assez curieux, eh bien, c'est que tous ces météores, toutes ces étoiles filantes, si on les regarde, eh bien, elles semblent toutes provenir d'un seul et même endroit dans le ciel, qui est justement pour le 14 la constellation des Gémeaux. C'est pour ça que cette pluie d'étoiles filantes là, on lui donne un nom, on l'appelle la pluie d'étoiles filantes des Géminides. Les Géminides, c'est donc la pluie d'étoiles filantes qui semble provenir de la constellation des Gémeaux. Au cours de l'année, on aura d'autres pluies d'étoiles filantes. Hein. Tout le monde connaît celles qui se trouvent en été, au mois d'août, mais en fait il y en a plein, hein. Il y en a une dizaine en gros. Mais les deux plus spectaculaires, c'est celle du début du mois d'août et les Géminides du milieu du mois de décembre. C'est pour ça que ça vaut vraiment le coup de sortir, de mettre sa petite polaire et d'aller jeter un petit coup d'œil. Comme je vous disais, l'avantage c'est que pour ces pluies étoiles filantes, au contraire, on déconseille d'utiliser un télescope ou n'importe quoi, parce que là encore, votre télescope va cibler une toute petite partie du ciel, et vous avez toutes les chances que les étoiles filantes passent à côté du champ que vous êtes en train de regarder. Donc pour les étoiles filantes, rien de tel que de s'allonger dans un transat dans le jardin, si vous avez un jardin, vous prenez une grosse doudoune, vous prenez une couverture, et simplement vous regardez le ciel, et puis c'est tout. Les quadrantides début janvier, effectivement. Donc il y en a plusieurs. Effectivement, INS, tu fais bien de le préciser. En fait, une pluie étoile filante finit toujours par ide. Vous avez les Léonides, donc là les étoiles filantes semblent provenir de la constellation du Lion. Vous avez les Géminides, vous avez les Perséides, vous avez voilà, vous avez plein de constellations qui sont toutes représentées par ce point central.
Alors, pourquoi est-ce qu'elles semblent toutes provenir de ce point? C'est vrai que c'est assez curieux qu'elles se mettent toutes d'accord pour venir de là. En fait, il faut renverser la réflexion. En fait, ce que vous voyez sur cette photo-là, ce ne sont pas des étoiles filantes en train de nous tomber dessus. Ce que vous voyez là, c'est la Terre qui est en train de foncer dans un nuage de poussière. Et c'est pour ça que toutes ces étoiles filantes semblent provenir du même point. C'est un petit peu comme quand vous conduisez votre voiture et que de la neige est en train de tomber. Eh bien vous avez toujours l'impression que les flocons s'écartent devant vous sur votre tableau de bord, enfin sur votre pare-brise, et quelle que soit la direction de votre voiture, vous avez toujours l'impression que les flocons s'écartent de vous parce que votre voiture est en train de traverser le champ de flocons. Bah, pour la Terre, c'est pareil. En fait, la Terre, sur son orbite, elle va traverser à différents moments de l'année, chaque fois au même moment à chaque année, des petits nuages de poussière. Et à chaque fois que la Terre traverse ces nuages de poussière, ben nous, on a l'impression que ce sont ces petites poussières qui tombent sur la Terre. Et comme elles tombent en général très rapidement, alors quand je dis très rapidement, je vous dis, c'est quelque chose qui est de l'ordre de 30 km par seconde. Hein, c'est super rapide. Et donc à ces vitesses-là, eh ben, ces petites poussières, lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère, le frottement de l'atmosphère va les échauffer très fort, très vite, et va les vaporiser en quelques instants. Et c'est pour ça que vous avez cette lumière qui est très rapide, parce que c'est le moment où cette petite poussière se vaporise en émettant lumière et chaleur, avant de disparaître en cendre spatiale qui va finir de tomber dans l'atmosphère et d'arriver au sol. Et il faut savoir que chaque année, il y a des centaines, des milliers de tonnes comme ça de poussière extraterrestre qui tombent régulièrement sur la Terre sous forme de ces pluies de météorites. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vachement sympa. Et sur Stellarium, hop, on va retourner sur Stellarium. Tac, voilà. Je vais diminuer un petit peu le nombre de météorites parce que là c'est absolument scandaleux ce que je suis en train de vous montrer. En plus, elles proviennent pas vraiment toutes du même endroit. Ça, c'est un petit peu dommage. On ne peut pas trop le faire avec Stellarium. Hop, on va les réduire, ces étoiles filantes. Voilà, on va en mettre quasiment plus aucune. Voilà, de temps en temps, on aura une ou deux. Il se trouve que ces points d'où semblent provenir les pluies d'étoiles filantes, eh bien, on peut aussi les voir sur Stellarium. Donc, vous voyez, ce sont les petits points verts qui sont ici. Vous voyez, on a les Géminides. Donc ce point s'appelle le radiant, puisqu'en fait les étoiles filantes semblent venir radialement depuis ce point. Donc on a les Géminides, mais on a aussi les monocérotides. Voilà, donc une autre étoile filante qui semble venir de la constellation de la Licorne. Et puis il y en a plein que vous verrez à différents endroits dans le ciel et que Stellarium peut aussi du coup vous montrer. Voilà. Donc vous savez d'où proviennent ces étoiles filantes. Une autre petite chose que je voudrais corriger, c'est que souvent, par exemple, on va prendre celle-là le 14 décembre, pour la pluie étoile filante des Géminides, souvent les gens me disent ah bah du coup il faut que j'attende que les Gémeaux soient visibles dans le ciel, du coup pas trop en début de soirée, parce qu'elles proviennent de là. Est-ce qu'il faut regarder dans la direction des Gémeaux pour profiter de la pluie étoile filante des Géminides? La réponse est non. Non, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez regarder n'importe où dans le ciel. Pourquoi? Parce que si ces étoiles filantes semblent provenir des Gémeaux, ça n'empêche rien au fait qu'elles continuent tout autour, et donc en fait elles apparaissent pas forcément à l'endroit des Gémeaux, elles peuvent apparaître dans la direction des Gémeaux, mais à côté, donc à l'ouest des Gémeaux, à l'est des Gémeaux. Je vais vous remettre la petite image que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous voyez qu'elles ne démarrent pas toutes au niveau des Gémeaux, elles apparaissent n'importe où dans le ciel, autour de vous. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de regarder pile poil les Gémeaux, vous n'êtes même pas obligé de savoir où sont les Gémeaux. Il vous suffit de regarder n'importe où dans le ciel et vous aurez forcément, à un moment ou à un autre, des étoiles filantes que vous pourrez voir. Voilà. Pas de questions? Ça va? Tiens, une dernière chose. Un autre élément très scientifique. Vous savez évidemment que le réflexe que n'importe qui doit avoir lorsqu'il voit une étoile filante, c'est de faire un vœu. Hein, c'est scientifique. Tout le monde le dit.
pourquoi est-ce que vos vœux ne se réalisent en général pas? Est-ce que vous savez ça? Alors je vais vous donner la réponse mythologique, imaginaire évidemment. J'espère que tous vos vœux se réaliseront, en tout cas sur 2021. Pourquoi est-ce que ça ne se réalise pas? Parce que, alors il y a plein de légendes sur les pluies étoiles filantes. Il y en a une que j'aime bien et elle dit que en fait, si on veut que notre vœu se réalise, il faut avoir terminé d'énoncer son vœu avant que l'étoile filante n'ait disparu. Voilà pourquoi c'est aussi compliqué d'avoir des vœux qui se réalisent, parce qu'il faut bien s'entraîner à énoncer, même dans sa tête, très vite son vœu, et avoir terminé de le penser avant que l'étoile filante ait disparu. C'est pour ça que ça demande une très très grande coordination. Voilà. C'est bon pour le 14 janvier? Il y a intérêt de voir un chouette bolide pour faire un vœu. Ouais, c'est clair. Si tu as un gros bolide qui passe dans le ciel comme ça et qui prend bien son temps, qui met 2 secondes à traverser le ciel, c'est sûr que ça sera plus facile pour que ton vœu se réalise que si tu as des petites bouts de poussière comme ça. Celles-là, en général, bon, fatalement, c'est plus compliqué. Alors, d'où elles proviennent ces petites poussières? Ça, c'est une autre question. Il faut en passer des nuits à s'entraîner. Oui, très clairement. Je me suis beaucoup entraîné et chez moi, ça marche toujours pas. Hein, je vais pas vous mentir. D'où elles proviennent ces petites poussières? Parce que il n'y a pas forcément rien ne dit que comme ça dans l'espace il y a des poussières. En plus, pourquoi est-ce qu'il y a des nuages à certains endroits de l'orbite de la Terre et pas forcément à d'autres? Pourquoi? Parce que en général, ces petites poussières là, elles proviennent d'un autre phénomène céleste qui est absolument magnifique. Ce phénomène, je vais vous le montrer. Il est ici. C'est ce qu'on appelle les comètes. Alors quand on observe une comète, il y en a quelques-unes, hein, il y en a de temps en temps, la plupart du temps elles ne sont pas visibles à l'œil nu. Là récemment, cette année, on s'est pas mal excité sur une comète qui s'appelle Neowise, qui à un moment de l'année a été carrément visible à l'œil nu, il fallait savoir un peu où elle était, mais on pouvait la distinguer. Contrairement à une étoile filante, qui est un phénomène qui est très très rapide. En quelques dixièmes de seconde, ça a disparu. Une comète, comme celle que je vous montre ici, ça c'est un phénomène qu'on peut voir dans le ciel tous les soirs, pendant des jours, des semaines, et au télescope pendant des mois. C'est-à-dire que ça c'est un objet qui est très lent, qui reste dans le ciel, même si on a l'impression qu'il y a des queues, comme si ça allait très vite. Une comète c'est parfaitement immobile dans le ciel, ou presque immobile dans le ciel. Et quand on l'observe, on voit qu'une comète c'est caractérisé par un point qui est en bas, duquel proviennent deux queues. En général, on en voit surtout une, c'est la blanche. La bleue là est plus difficile. Et en fait, ces comètes, ce sont d'immenses blocs de glace, principalement faits de glace et de poussière. C'est de la bouillasse glacée qui, en passant près du Soleil, va fondre. Et lorsque cette glace fond dans l'espace, le matériau qui compose ce bloc de glace va être éjecté, en général par la lumière solaire, par le rayonnement solaire, par le vent solaire aussi. Donc c'est le Soleil en fait qui va gérer la dynamique des queues des comètes. Donc là, celle que vous voyez ici, la queue bleue, c'est une queue de gaz, et la queue blanche, c'est une queue de poussière, puisque je vous dis qu'une comète, c'est de la bouillasse gelée. Donc il y a pas mal de poussière. En général, un noyau cométaire, c'est pas blanc du tout. Hein. Au contraire, c'est très très sombre, c'est très noir. Et donc, lorsque cette poussière est évacuée dans l'espace, la comète va laisser sur son passage justement cette poussière qui, une fois dans l'espace, n'a aucune raison d'aller ailleurs que là où on l'a laissée. Et si jamais cette comète croise plus ou moins la trajectoire de la Terre, elle va déposer un grand nuage de poussière comme ça qui reste là. Et ensuite, chaque année, lorsque la Terre va passer à la même époque dans ce nuage de poussière largué par une comète, on aura des pluies d'étoiles filantes qui vont être assez régulières. Voilà. Tout ça, c'est valable pour toutes les pluies d'étoiles filantes, sauf celle du 14 décembre.
justement, sauf les Géminides dont je vous parlais. Alors ça c'est assez curieux, c'est pour ça que je voulais quand même vous raconter cette histoire, parce que je la trouve assez intéressante. Quel est le corps qui est responsable des poussières des Géminides? Eh bien, figurez-vous que, a priori, ce corps, il s'appelle Phaéton. Et Phaéton, c'est assez curieux parce que Phaéton, il n'est pas référencé dans les catalogues comme une comète, mais il est référencé comme un astéroïde. La différence entre une comète et un astéroïde, c'est qu'une comète, c'est fait de glace, en gros, glace et poussière, alors qu'un astéroïde, c'est plutôt fait de matière beaucoup plus solide. C'est là encore en gros, soit de la roche, soit du métal. C'est quelque chose de beaucoup plus compact, beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense en tout cas. Et évidemment, si une comète, en passant près du Soleil, peut éjecter une partie de sa matière dans l'espace, on voit beaucoup plus difficilement comment un astéroïde métallique ou rocheux pourrait larguer de la matière dans l'espace. Et c'est ça qui est assez curieux parce que la trajectoire et la position de toutes les petites étoiles filantes que l'on repère correspond vraiment à l'orbite de Phaéton. Et donc on s'est posé la question pendant assez longtemps, comment est-ce que cet astéroïde pouvait larguer autant de poussière qu'une comète? Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive en fait qu'en regardant plus particulièrement Phaéton, alors là je vous montre la trajectoire de Phaéton, qui tourne, c'est une trajectoire qui est relativement courte, il lui faut en gros il faut 2 ans, quelque chose comme ça pour faire un tour sur son orbite. Alors à quoi ressemble Phaéton? Je vous le montre ici. Donc voilà, le voilà. Donc là il est observé, il a été observé par un télescope. Des astronomes amateurs, lorsque Phaéton est pas trop près pas trop loin de la Terre, peuvent effectivement l'observer. Et quand on l'a observé, on s'est aperçu de manière assez curieuse que Phaéton relarguait effectivement un petit peu de matière. Phaéton largue plus de matière que n'importe quel astéroïde, mais moins de matière qu'une comète. Et en plus, on parlait de l'orbite de Phaéton tout à l'heure, qui est ici. Et cette orbite-là, eh bien, elle correspond pas à une orbite typique ou classique d'un astéroïde. Par contre, elle correspond très bien à une orbite de comète. Ce sont des comètes qu'on appelle à période courte, c'est-à-dire des comètes qui reviennent très régulièrement tous les 2-3 ans autour du Soleil. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que l'une des hypothèses qui est faite actuellement, c'est que Phaéton ne serait pas en fait un astéroïde, mais ça serait plutôt une ancienne comète qui a relargué au fur et à mesure de ses passages près du Soleil une bonne partie de toute la glace dont elle était composée, ce qui fait que ce qui reste maintenant de ce corps, c'est plutôt de la poussière agglomérée, donc plutôt quelque chose d'en gros rocheux, mais une espèce de roche très poreuse qui n'est pas aussi dense qu'un astéroïde réel. Et en fait, Phaéton serait un ancien noyau de comète, ce qu'on appelle une comète inactive. Une comète qui n'a quasiment plus assez de gaz et de glace pour se sublimer et pour éjecter le peu de matière qui reste à l'intérieur. C'est pour ça que Phaéton éjecte encore un petit peu de matière. C'est pour ça qu'elle a cette orbite-là. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin forcément d'aller très très loin dans l'univers pour trouver des énigmes, des choses dont on n'est pas encore vraiment sûr. Bonjour Tienou, bienvenue. Typiquement, voilà, ce Phaéton qui est à l'origine de la pluie d'étoiles filantes du 14, eh bien, ça serait une vieille comète un peu morte, plus très active, mais qui largue encore un petit peu de matière. Voilà, c'était la deuxième histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et pour la troisième, et puis on aura terminé, pour la troisième, un autre phénomène céleste absolument somptueux, l'un des plus beaux phénomènes célestes qu'on peut observer depuis la Terre, va lui aussi survenir dans le ciel le 14, c'est-à-dire lundi prochain. Sauf que tous les francophones qui habitent en France métropolitaine, c'est-à-dire une bonne grosse partie de ceux qui sont ici dans ce chat ou qui regarderont plus tard cette vidéo, ne pourront pas le voir.
Toi non plus INS, tu pourras pas le voir parce que tu n'es pas du tout dans le bon endroit du monde. Je veux vous parler donc d'une éclipse solaire. Il se trouve que lundi prochain, la Lune va passer pile poil devant le Soleil, elle va l'éclipser, et pendant quelques minutes, eh bien, il fera nuit en plein jour. Sauf que cette éclipse solaire, voilà où elle va se passer. Donc sur ce dessin que vous avez là, la petite bande rouge, c'est la bande où il faut être exactement si on veut voir la Lune masquer parfaitement le Soleil. Donc il faut être sur cette bande-là pour qu'il fasse parfaitement nuit. Vous avez de chaque côté de la bande rouge, vous avez une bande grisâtre qui monte jusqu'à l'Amazone en haut et qui descend jusqu'à l'Antarctique en bas. Cette bande grisâtre, c'est une bande où vous pourrez voir l'éclipse, mais où l'alignement ne sera pas parfait, c'est-à-dire que vous ne verrez pas exactement la Lune masquer complètement le Soleil. C'est-à-dire que vous verrez juste la Lune masquer une partie du Soleil, et puis ensuite continuer son chemin sans que la nuit ne tombe jamais parfaitement. Et évidemment, plus vous serez loin de cette bande qui s'appelle la bande de totalité, donc la bande où l'éclipse est totale, plus vous serez loin de cette bande, et plus l'éclipse sera partielle, c'est-à-dire plus la Lune passera devant une petite partie du Soleil. Voilà, donc si vous avez prévu ce week-end d'aller au Chili ou d'aller en Argentine, eh bien vous êtes des chanceux, parce que à ce moment-là, donc le 14 décembre, vous voyez, eh bien cette fameuse ombre va passer juste au-dessus de vous et vous pourrez voir ce magnifique spectacle. Pour savoir où se déroulent les prochaines éclipses de soleil, oui, IMCCE. Vous allez sur l'IMCCE, donc c'est l'Institut de mécanique céleste français. Et là-dessus, vous avez tous les phénomènes célestes possibles et imaginables qu'on peut voir, qu'on pouvait voir les années précédentes et qu'on pourra voir les années prochaines, qui sont référencés. Évidemment, les éclipses de soleil en font partie. On va zoomer un tout petit peu, du coup, pour savoir exactement où ça passe. Donc là, voilà cette bande de totalité, l'endroit où il faut absolument être pour voir cette éclipse. Et ce que je vous propose, vu qu'on est quand même là pour utiliser le logiciel Stellarium, eh bien c'est d'utiliser Stellarium pour simuler tout ça. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer une autre petite fonctionnalité de Stellarium, parce que jusqu'à présent, j'utilisais ce logiciel en regardant le ciel depuis Lyon, depuis Vaux-en-Velin, depuis le planétarium où on travaille. Mais évidemment, vous pouvez regarder le ciel depuis n'importe quel endroit. Et donc, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil à tout ça. Pour ça, par contre, il faut que je trouve le nom de la petite ville qui se trouve dans la bande de centralité. Je l'avais tout à l'heure et je l'ai perdue. Donc je vais la reprendre. Il faut que je retrouve ma petite image. Alors, je l'ai plus. On va zoomer un petit peu là-dessus. Hop. Voilà, on a cette petite ville là qui s'appelle Puchón, je ne sais pas comment est-ce que ça se prononce en chilien. Pucon, voilà, et ben allons sur Stellarium. Hop. Et maintenant, eh bien, on va lui demander de nous positionner à un autre endroit sur la Terre. Donc on va regarder une situation et je vais écrire ici le nom de, on va dire Puchón. Voilà, Puchón au Chili, il le trouve. Hop. Je lui demande de me mettre dans cette ville. Voilà, c'est fait, on y est, on est au Chili maintenant. Maintenant, on va changer la date et on va aller à le 14, c'est parfait. On va changer l'heure, parce que je ne sais plus exactement à quelle heure est-ce que ça va se passer. Voilà, donc là il est 8h du matin, heure locale, à Puchón au Chili. Et effectivement, vous voyez que dans le ciel, on commence à voir la Lune qui se trouve là. Alors, pour voir un phénomène qui prend un petit peu de temps, je clique sur le soleil et j'appuie sur la barre espace. Et en faisant ça, en fait, même quand je vais accélérer le temps, le logiciel va toujours rester centré sur le soleil. Donc maintenant, je suis le soleil dans sa course dans le ciel. J'accélère le temps.
Voilà. La Lune est en train de se rapprocher du Soleil. Et donc, je sais que à Puchon, eh bien, l'éclipse va commencer maintenant, c'est-à-dire à 11h44, heure locale. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, vous le voyez, la Lune, à cet endroit-là seulement, est parfaitement alignée avec le Soleil. Ce qui fait que si on attend 13 heures, eh bien, il y a ces 2 petites minutes absolument magiques maintenant, où le soleil est complètement masqué. Et ce moment-là, qui est extraordinaire, eh bien, ça a été pendant très longtemps, avant qu'on ait pu construire des instruments optiques dédiés pour ça, ça a été le seul moment où on pouvait observer un phénomène qui s'appelle la couronne solaire. Donc la couronne solaire, eh bien, c'est tout le gaz qui se trouve autour du Soleil, qui est éjecté par le Soleil. Le Soleil, c'est plusieurs couches différentes. Et donc ici, eh bien, on voit le champ magnétique du Soleil qui est en train de modeler ce gaz qui est chauffé à plus de 1 million de degrés et qui va former ces magnifiques arabesques que l'on voit ici autour. On voit que le Soleil ressemble vraiment bien à une sorte d'aimant. Vous avez le pôle nord solaire qui se trouve en haut à gauche, le pôle sud solaire qui est en bas à droite, et puis sur la partie équatoriale, eh bien, on a toutes ces masses qui sont modelées par ce gigantesque champ magnétique, toutes ces particules comme ça extrêmement rapides, dont la trajectoire va partir du Soleil, et puis cette très faible luminosité diaphane, la couronne solaire a une luminosité tellement faible qu'il suffit, alors on va continuer à avancer dans le temps, il suffit que la Lune se décale ne serait-ce que d'un tout petit peu pour que immédiatement la toute petite partie de surface solaire qui est visible, eh bien, soit trop lumineuse, nous éblouisse complètement et fasse littéralement disparaître la couronne solaire. Vous voyez, la moindre partie de surface solaire, eh bien, fait complètement disparaître cette fameuse couronne dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, je vais revenir ici pour voir si vous me racontez des choses. Je me demande si Stellarium va télécharger les simus de la couronne ou s'il utilise une image d'une précédente éclipse. De ce que j'en sais, il s'agit d'une image unique qui réutilise à chaque éclipse. Après, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement cette fameuse couronne solaire n'a pas toujours évidemment la même forme, hein, puisque le Soleil a un champ magnétique qui va varier petit à petit en fonction par exemple de son cycle. Hein. Vous avez peut-être entendu parler du cycle solaire, qui est un cycle de 11-12 ans, au cours duquel l'activité à la surface du Soleil va être plus intense ou moins intense en fonction des années. En ce moment, on est au minimum d'activité du Soleil, et donc ça, évidemment, ça va moduler, ça va modeler cette couronne solaire. Donc elle change, et il y a aussi des travaux scientifiques qui sont très intéressants. Il y a des équipes qui essayent d'anticiper, de prévoir la forme de la couronne solaire quelques semaines ou quelques mois auparavant. Donc ils font tourner des simulations très complexes, et ensuite ils obtiennent des images et ils les comparent. Donc encore aujourd'hui, les éclipses solaires, ça fait encore partie de la science, on peut encore étudier le Soleil grâce à ça. Donc c'est quelque chose qui est toujours très intéressant. Pour la France métropolitaine, je crois que la prochaine éclipse solaire visible depuis chez nous, c'est en 2085 ou 2088. Donc effectivement, des éclipses solaires, pareil, en gros, vous pouvez chaque année, si vous pouvez voyager dans le monde, quasiment chaque année, il y a un endroit dans le monde où il y a au moins une éclipse solaire. Voilà. Mais par contre, il faut voyager. Tiens-nous, je ne me rappelle plus de l'éclipse de 99, super bien vue depuis la vallée de la Somme. D'accord. 4 septembre 2081 pour la prochaine éclipse solaire totale visible depuis la France. Merci Aurélien. 3 septembre 2080. Ah, entre le 3 et le 4, faudra se mettre d'accord. Il va falloir attendre un petit peu. Effectivement, tu l'avais regardé, Tiens-nous, depuis la vallée de la Somme. Moi, en 99, j'étais parti sur les falaises d'Étretat.
voilà, au bord de l'Atlantique, et je m'en rappellerai toujours parce que il faisait extrêmement mauvais, il faisait super moche. Moi j'étais parti 2 jours avant, j'avais planté une tente avec un copain dans un champ de maïs, sans avoir le droit de le planter d'ailleurs. Donc on s'était planqué dans un coin près d'une forêt, on voulait absolument être là pour le jour où ça arriverait. Et donc ça devait arriver aux alentours de midi, je crois, vers 11h30 midi. Et toute la matinée, le ciel était couvert de nuages, c'était horrible. Du coup, on voyait l'heure arriver de l'éclipse et puis on voyait qu'il ne se passait rien, donc on était désespérés, évidemment. À l'heure où la Lune commençait à rentrer sur la surface solaire, pareil, il faisait toujours mauvais. Donc là, c'était l'enfer. Et on a eu énormément de chance parce que la Lune a grignoté petit à petit le Soleil pendant qu'il faisait mauvais. Et quelques minutes avant la totalité, et bien là, le ciel s'est découvert. Et en fait, la partie la plus intéressante de l'éclipse, c'est-à-dire le moment où la nuit arrive, et ben on a pu la vivre. On a eu une chance complètement folle. Et j'ai pu voir ce truc dont on parle souvent, mais qui est effectivement absolument fascinant à voir. C'est que au moment où la Lune s'est mise pile poil devant le Soleil, donc au moment où l'ombre de la Lune est arrivée sur notre position, comme on était sur les falaises d'Étretat et qu'on avait tout l'océan Atlantique devant nous, donc on avait un horizon très très dégagé, on a pu voir cette ombre gigantesque qui couvrait toute la Terre, qui arrivait à une vitesse supersonique comme ça, et plaque, qui nous a plongé dans l'obscurité, avec les oiseaux qui se taisent, avec la nature qui se demande ce qui se passe. Donc vraiment un souvenir extraordinaire. Euh, En 99, j'étais en Irlande, il faisait tellement moche qu'on a à peine vu la baisse de luminosité alors qu'on était à 95%. Tu as raison, INS, ça c'est important à dire. Regardez par exemple là, je laisse en ce moment l'éclipse continuer à se dérouler. Ce qu'il faut bien voir, c'est que même quelques pourcents de surface solaire suffisent à avoir un ciel quasiment bleu et une luminosité quasiment normale. Le soleil est tellement brillant que vraiment la baisse de luminosité ne se fait que dans la dernière minute. Il faut vraiment avoir moins de 1% de surface solaire visible pour vraiment voir une baisse sensible de luminosité. Donc si vous êtes à un endroit où l'éclipse n'est que partielle, vous avez toutes les chances de ne rien voir autour de vous à l'œil nu. Il faudra vraiment regarder le soleil avec des instruments adaptés. Tiens, ça aussi, il faut le rappeler, hein. On ne regarde jamais le soleil directement, ni à l'œil nu, ni avec des instruments qui n'ont pas été expressément conçus pour ça. C'est beaucoup, beaucoup trop dangereux, et ça, on le rappellera jamais assez. Voilà. Pour Tienou, les nuages se sont écartés 10-15 minutes avant. Ah, tu vois, voilà, c'est exactement ça que j'ai vécu aussi. Je pense qu'on a eu à peu près la même chose. Ashlyn qui a eu la chance de le voir entre deux nuages. Je vois qu'on a tous à peu près le même souvenir sur cette partie. INS qui s'est rattrapé en 2017 aux US et qui frime un petit peu. Ok, bah écoute, t'as le droit, il n'y a pas de souci, effectivement. Je ne suis pas jaloux du tout, sache-le. Méliluge qui était sur une plage de Sardaigne en 99. Et oui, il faisait beau, mais voilà, comme on dit, c'était moins flagrant parce que tu n'étais pas dans la bande de totalité en Sardaigne, et donc du coup, tu n'as pas dû voir un changement de luminosité très important. Le plus impressionné, c'est le froid de l'atmosphère. Tu avais une vue sur le marais de la Somme, c'était super beau. Effectivement, ouais, il y a vraiment la nuit qui tombe, il y a d'un seul coup un courant d'air parce que évidemment l'atmosphère se refroidit, donc il y a des mouvements d'atmosphère qui se créent. On peut voir aussi les étoiles à ce moment-là, donc ça aussi c'est assez dingue de voir les étoiles à midi. Au passage, hein, je vous rappelle que ce phénomène d'éclipse solaire, c'est aussi le phénomène qui a permis en 1919 à un astronome anglais, Sir Arthur Eddington, de prendre en photo la lumière des étoiles qui sont juste à côté du Soleil et de montrer justement que quand le Soleil est là dans le ciel, eh bien la position des étoiles près du Soleil n'est pas la même que la position des étoiles quand le Soleil n'est pas là. C'est-à-dire qu'il est allé, alors lui il est allé au Brésil, 6 mois avant l'éclipse, quand il faisait nuit, il est allé au Brésil, il a pris une photo du ciel, et 6 mois plus tard, il est retourné au Brésil
en plein jour, et il a attendu l'éclipse, et il a pris la photo de la même portion de ciel. Et il a comparé ces deux photos, avec soleil et sans soleil, et là il a mis en évidence le fait que la lumière eh bien, avait une trajectoire qui était déviée par le soleil. Et donc ça a été l'une des toutes premières preuves expérimentales que la théorie de la relativité était bonne et que même un photon, un grain de lumière qui n'a pas de masse, eh bien, voit sa trajectoire déviée par le soleil. Parce que la gravité, c'est pas une force au sens où on en parle, mais on peut plutôt voir ça comme une déformation géométrique, et qu'un photon de lumière, ça va tout droit, mais si ça va tout droit dans un espace qui est déformé, ben, ça courbe aussi. Donc ces phénomènes d'éclipse ont été très importants dans toute l'histoire de l'humanité, mais au XXe siècle pour la partie scientifique. Et encore aujourd'hui, même si ça reste plutôt quelque chose d'esthétique, hein, on y va pour le tourisme, mais on peut encore continuer à étudier le Soleil avec ces fameuses éclipses. Voilà, INS, tu en as fait une vidéo. Et ben si tu veux nous mettre en ligne cette vidéo, nous la remettre sur ton compte Twitter, n'hésite surtout pas, ce sera avec plaisir. Tiens-nous se rappelle de la foule immense des gens qui sont venus des pays voisins, une quantité de voitures belges, néerlandaises en pleine campagne. Et oui, évidemment, évidemment, parce que comme cette bande de totalité dont on parlait tout à l'heure est très très fine, évidemment, vous avez des personnes du monde entier qui vont se réunir sur une zone très 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 faible de quelques dizaines de kilomètres pour arriver à voir ça. Donc voilà, on le verra certainement pas depuis la France, mais vous en entendrez certainement parler, et puis on attendra que les astronomes amateurs qui sont partis ou qui vont partir là-bas pour faire des photos nous envoient les photos, et là on risque encore de se faire des très très belles images, et donc de se faire plaisir à la rétine. Voilà, eh bien il est 17h, on a à peu près fini. Merci Yanès de mettre ce lien. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Donc ça c'était 2017, l'éclipse qui se trouvait aux États-Unis. Voilà. Je pense que on va s'arrêter pour l'instant. On va voir en ce qui concerne les semaines prochaines si on continue ce projet de planétarium at home avec des vidéos. Ça dépendra évidemment du moment où nous on va rouvrir, où on va reporter de nouveau nos activités en présentiel au planétarium. Pour l'instant ça reste encore un petit peu flou. Donc ce que l'on sait en tout cas, c'est que ce vendredi, vous pourrez retrouver Camille pour un spécial YouTuber at home. Lundi, on se retrouvera, cette fois-ci avec moi, pour un normalement dernier Astronomer at Home. Et cette fois-ci, justement, on reparlera de cette gravité qui déforme la lumière. On parlera de mirages gravitationnels dans les galaxies. Voilà. Et puis ensuite, pour le reste de la semaine, ben, on verra en fonction de l'actualité. Voilà. Je vous remercie beaucoup à tous d'être là, d'être présents, d'interagir avec nous, de nous suivre. C'est toujours un véritable plaisir de vous parler du ciel, de l'astronomie et de l'univers qui nous entoure. Voilà, merci à tous d'avoir été présents. Et puis on va rendre l'antenne et on se retrouve sur le Twitch du Planétarium vendredi à 18h et avec moi lundi à 18h pour Astronomer at Home. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.